Bien, bonjour chers élèves. Donc, comme promis, une vidéo pour que nous puissions ensemble mener à bien la cinquième explication de texte de l'année, explication de texte au programme de votre baccalauréat. Cette explication de texte, elle sera consacrée au début du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Donc, pour mémoire en cours, on avait terminé avant les vacances l'explication de texte numéro 4, qui était le préambule. Le préambule, c'est l'équivalent de l'introduction. Cette explication de texte numéro 4, elle était donc consacrée au préambule et aux deux premiers articles de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il y a en tout et pour tout dans cette déclaration 17 articles. 17 articles. Il faut donc que nous en lisions 15 autres, mais ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble en cours pour qu'on puisse résumer chaque article, bien en percevoir le sens et voir ceux qui peuvent être utilisés comme exemple pertinent dans le cadre d'un essai. Parce que je vous rappelle que vous concernant, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un ouvrage sur lequel vous pouvez et même vous devez vous appuyer dans le cadre de vos essais. Alors, nous voici maintenant confrontés au postambule. Si le préambule est l'introduction, vous l'aurez compris, le postambule est l'équivalent de la conclusion. C'est un texte assez long qui intervient après les 17 articles de loi rédigés par Olympe de Gouges et qui a pour propos de parachever le message que souhaite transmettre Olympe de Gouges à ses lecteurs. On va étudier une partie de ce postambule. Le texte est trop long pour faire l'objet d'une seule et unique explication de texte. La partie que nous allons étudier, c'est peut-être la plus importante, tout au moins une partie importante, c'est le début de ce postambule. Pour bien suivre cette vidéo, ce que vous allez devoir faire, c'est avoir avec vous le texte que je vous ai donné en cours, le texte numéro 5, étude linéaire numéro 5, début du postambule, et la fiche que je vous ai donnée en cours, étude linéaire numéro 5, début du postambule. Et comme vous avez l'habitude de le faire en cours, vous allez me suivre et identifier au fur et à mesure dans le texte et sur votre fiche les différents éléments qu'on va faire émerger. Alors, avant de me lancer dans l'explication de texte, je vais d'abord vous lire l'extrait qui est au programme pour la vidéo de ce jour. Ce texte il sera découpé en trois parties. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Après injuste envers sa compagne, on va mettre deux slash et le chiffre 1 entre crochets, c'est la fin de la première partie. Dans cette première partie, Olympe de Gouges, elle essaye de secouer les femmes, de les inviter à prendre conscience de leurs conditions. Surtout, de prendre conscience que, c'est ce qui est indiqué dans le titre de la partie, l'homme l'a floué. Les hommes ont floué les femmes. Alors, flouer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tromper. Ça veut dire faire croire que. Ça veut dire se faire avoir. Ici, les femmes qui auraient dû avoir des droits grâce à la Révolution n'ont pas de droits. Et ainsi, Olympe de Gouges les invite à se réveiller, à se secouer, à agir. Passe à la deuxième partie. Ô femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Mais votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme, la réclamation de votre patrimoine fondé sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent: Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout auriez-vous à répondre. Après tout auriez-vous à répondre, on va faire deux slash et mettre le chiffre 2 entre crochets. C'est la fin de la deuxième partie de ce texte. Dans cette deuxième partie,
Olympe de Gouges, elle fait le bilan de la Révolution. Elle demande aux femmes, c'est la deuxième question, quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? C'est-à-dire, qu'est-ce que la Révolution vous a apporté? Quels sont les bénéfices que vous pouvez retirer de cet événement, vous qui avez activement participé à la chose? La réponse, elle est amère, elle est assez, euh, au fond, désespérante, puisque il n'y a qu'un mot, au fond, qui résume la situation, rien. On n'a rien retiré. On a encore peut-être même plus détesté et plus rabaissé qu'auparavant. Regardons enfin la troisième et dernière partie. Ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposaient courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir. C'est la fin de la troisième partie qui invite les femmes à mobiliser en particulier leur intelligence pour obtenir cette notion chère Olympe de Gouges, à savoir l'égalité en droit avec les hommes. Le but d'Olympe de Gouges est véritablement de fonder une égalité en droit entre les hommes et les femmes. Il ne s'agit pas pour les femmes de prendre le pouvoir, il ne s'agit pas pour les femmes de dominer les hommes. Hein. Ne réduisez surtout pas l'ouvrage d'Olympe de Gouges à cet résumé caricatural, mais bel et bien de créer une société harmonieuse, fonctionnelle, où chacun a des droits et les mêmes droits. Alors, sur votre fiche, il y a comme d'habitude une introduction. Cette introduction, elle est toujours en 5 étapes. L'amorce, les premières phrases qui permettent de débuter votre explication de texte, la présentation de l'œuvre, la présentation de l'extrait, la problématique et enfin l'annonce du plan. Alors, l'annonce du plan, c'est la manière dont le texte est découpé et qu'il faudra indiquer à votre examinateur. Je vous rappelle que nos textes, ils sont souvent découpés en 3 parties et ces 3 parties, il faut toujours les indiquer à vos examinateurs. Je vais vous lire l'introduction pour qu'elle soit euh, bien comprise, si possible. Vous allez voir que de toute façon, c'est à peu près la même introduction que celle que nous avions déjà faite au sujet de la précédente explication de texte sur le préambule et les articles 1-2. Femme, réveille-toi. C'est par ces mots foudroyants que débute le postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Conclusion éclatante d'un ouvrage qui demeure d'une actualité brûlante et d'une lecture salutaire. Alors, cette première phrase, il faut corriger une petite coquille. Le tout premier mot, femme, il est au pluriel. Ici, il faut enlever le S sur votre fiche. Je poursuis la lecture de l'introduction. Véritable pastiche critique de la Déclaration des droits de la femme et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardonnez-moi, de 1789, adressée à la reine et présentée conjointement à l'Assemblée législative le 28 octobre 1791, la Déclaration de la femme et de la citoyenne est le premier document à évoquer l'égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes. Notre extrait n'est autre que le postambule de la déclaration, dont l'ambition essentielle est d'apporter une forme de conclusion sous la forme d'un appel solennel et volontiers polémique adressé aux femmes, encouragées à ne jamais cesser de lutter pour leurs droits. La question que nous nous poserons pour mener à bien notre explication de texte est la suivante. Comment Olympe de Gouges encourage-t-elle les femmes à se battre pour leurs droits? Et ensuite, donc, il vous faudrait, le jour de l'oral, bien préciser le découpage du texte. Je ne l'ai pas fait apparaître sur votre fiche. J'entends par là le cinquième point, même si bien sûr il y a le découpage du texte sous vos yeux, hein, sur votre fiche et à l'écran, parce que pour un gain de place, tout bêtement. Mais n'oubliez pas que le jour de l'oral, il vous faudra bien dire, afin de mener à bien notre explication de texte, nous étudierons de manière successive les 3 mouvements de l'extrait. La première partie, des lignes temps à temps qui évoquent ceci, la deuxième partie des lignes temps à temps qui évoquent cela, et ainsi de suite. Alors, on va pouvoir commencer l'explication de texte et se focaliser sur la première partie de ce postambule. On va d'emblée identifier une figure de style, alors qui porte un nom qui peut prêter à confusion, c'est le petit 1 du grand 1, où on a sous les yeux en violet une apostrophe. Alors, on va utiliser une première couleur pour identifier le mot femme et le point d'exclamation. L'apostrophe, c'est une nouvelle figure de style, et donc vous pouvez en noter la définition. La définition, vous pouvez la noter soit à côté du petit 1, soit euh, sur votre fiche, après la conclusion, donc au verso. On va
ensemble noter la définition. On va noter apostrophe, deux points, apostrophe, deux points, interpeller quelqu'un. Apostrophe, deux points, interpeller quelqu'un. Interpeller, c'est appeler. Ici, effectivement, Olympe de Gouges, elle appelle, elle interpelle euh, les femmes. Donc une apostrophe, ça permet d'interpeller son destinataire. Ça permet bien sûr d'attirer son attention. Ici, on voit d'emblée qu'Olympe de Gouges s'adresse aux femmes. Euh, Évidemment, la couleur qu'on a pu mettre sur le texte, on va la répercuter sur notre fiche, hein. Comme d'habitude, je projette votre fiche, voilà, l'apostrophe. Et ici, on voit que les destinataires, elles sont interpellées. Alors là, on va rajouter un petit E à interpeller et ES directement, euh, ce qui permet évidemment de susciter une prise de conscience, d'attirer leur attention. Et cette interpellation, elle est d'autant plus efficace et dynamique qu'il y a une ponctuation expressive que vous avez identifiée également avec la même couleur, c'est le point d'exclamation. On enchaîne. Et après cette apostrophe qui déjà met en place le registre polémique étant, je vous rappelle, le registre littéraire utilisé par un auteur pour défendre une idée ou dénoncer une injustice. Polémique, alors la défendre ou dénoncer, ou dénoncer une injustice avec une certaine forme d'engagement, d'agressivité, de virulence, de violence, le but étant effectivement de susciter une réaction, une prise de conscience. Le mot polémique, hein, vient du grec ancien polémos, la bataille. Ici, il faut entendre bien sûr la bataille des idées. Cette apostrophe, elle met en place le registre polémique parce que ça va permettre à Olympe de Gouges de défendre une idée, de défendre une cause et de la défendre de façon active et efficace auprès des femmes. On note, et c'est le petit 2, ce qui apparaît à votre écran en souligné, des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Donc nous, comme d'habitude, on va utiliser le soulignement, on va souligner réveille dans réveille-toi et reconnais dans reconnais tes droits. Ces verbes sont une façon pour Olympe de Gouges d'exhorter les femmes à agir et à agir rapidement. Nouveau verbe, comme ça on enrichit en même temps notre vocabulaire. Exhorter, c'est inciter fortement à, pousser à. Et ici, Olympe de Gouges encourage les femmes à agir. Elle cherche à les réveiller et à les pousser à l'action. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle utilise le mode verbal de l'impératif. L'impératif étant ce mode verbal que l'on peut, entre autres, utiliser pour donner des ordres et inviter à agir. Donc on voit ici qu'Olympe de Gouges, elle conclut sa déclaration par une invitation à l'action, tout de suite. Après, au fond, avoir parlé, il faut agir, il faut joindre l'acte à la parole. Après le dire, il faut agir. Alors, dans cette première partie, Olympe de Gouges, elle va avoir à cœur de se raccrocher à un grand mouvement littéraire dont on a un peu parlé avec Manon Lescaut et dont on va beaucoup parler avec Olympe de Gouges. Elle a à cœur, disais-je, de se raccrocher à ce grand mouvement du XVIIIe siècle qui est le mouvement des Lumières. Le mouvement des Lumières est assez rapidement dit et simplement dit. Ce mouvement qui rassemble plusieurs philosophes, parmi lesquels Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, d'Alembert, et qui ont pour propos commun de faire reculer les ténèbres de l'ignorance, ce qu'ils appellent l'obscurantisme, pour mieux faire triompher les lumières de la connaissance. Et au gré des prochains points que nous allons identifier, on va voir qu'Olympe de Gouges, elle va faire beaucoup de références au mouvement des Lumières, comme pour bien montrer que elle aussi, elle s'inscrit dans ce mouvement littéraire. Alors, à l'écran est apparu, il y a quelques instants, en bleu ciel, ce groupe nominal, le tocsin de la raison, et c'est le petit 3. On a sous nos yeux une allégorie de la raison. Alors, le tocsin, normalement, vous avez une note de bas de page sur votre texte. Le tocsin, c'est cette cloche que l'on sonnait dans les villes et les villages pour alerter d'un danger. Et ici, on voit que la raison, elle est concrétisée, symbolisée par cette cloche qui sonne l'alerte et qui nous prévient des dangers. La raison, c'est un synonyme, pour faire très simple, de notre intelligence, de notre faculté à réfléchir, et à réfléchir de façon logique, rationnelle, en étant au fond, en phase avec la réalité. C'est ce qui nous permet de résoudre des problèmes. La raison, c'était
l'une des grandes notions de la philosophie des Lumières. C'était notamment ce que défendaient les philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières nous invitaient à avoir recours à notre raison, à notre intelligence, à réfléchir et à réfléchir beaucoup, ardemment, longuement et avec méthode et rigueur pour parvenir à solutionner les problèmes que l'humanité peut rencontrer. Et cette raison, elle est ici représentée de façon allégorique comme un tocsin, c'est-à-dire comme une cloche qui nous parvient, qui nous prévient des dangers. Alors une allégorie, je vous rappelle, c'est cette figure de style qui permet d'utiliser un symbole concret pour représenter une idée abstraite. L'idée abstraite étant l'idée impalpable, qui n'existe pas sous forme matérielle dans notre réalité. La mort, par exemple, est représentée comme une faucheuse. La justice par cette balance qui est tenue par une femme dont les yeux sont bandés, et ainsi de suite. Donc ici, hein, la raison, l'intelligence, c'est quelque chose d'abstrait, je ne peux pas sortir mon intelligence de ma poche, c'est pas un objet, elle est représentée de façon concrète, comme une cloche qui nous prévient des dangers. Et c'est une première référence à la philosophie des Lumières, puisque effectivement, la raison était, comme je le disais et comme je le redis une dernière fois, présentée par les philosophes des Lumières comme étant, pardonnez-moi, ce qui va permettre de trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Et la révolution est justement ce qui a permis, en tout cas dans l'idéal et de façon optimiste, à cette raison de se faire entendre et à ce tocsin euh, qui lui a permis de raisonner. Donc ici, elle nous dit, attention, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. La révolution a eu lieu, tout doit changer, tout va fonctionner différemment, on va se fonder sur la raison. Et bah, c'est peut-être le moment aux femmes d'agir. Il y a là une occasion à saisir. On avance et on va passer au petit 4. Le petit 4, c'est une notion de grammaire dont on a déjà parlé. C'est la négation. Alors la négation, elle apparaît entre crochets. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Entre crochets, on va mettre n'est plus et sur votre texte, vous allez pouvoir faire ce que je n'ai pas fait ici, souligner les deux adverbes de négation, le ne de n'est plus et le plus de n'est plus, hein. Je vous rappelle le discordantiel, le premier adverbe de négation, ne, et le forclusif, le deuxième adverbe de négation, plus. Cette négation, elle est grammaticale, première famille de négation que l'on avait vue ensemble. Elle permet de marquer une rupture dans le temps. Ici, Olympe de Gouges nous dit la révolution, qui se fonde en théorie sur les valeurs des Lumières, elle vient véritablement fracturer l'histoire en deux. Il y a un avant et un après. La révolution, effectivement, elle marque la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire de cette société d'ordre présentée comme injuste euh, par Olympe de Gouges et les philosophes des Lumières de façon générale, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. C'est la société qu'on a étudiée notamment lorsqu'on a étudié Manon Lescaut. La Révolution, disais-je, elle vient mettre fin à l'Ancien Régime et elle vient annoncer une nouvelle ère. Il y a un avant et un après. L'avant, avant Révolution, c'est un avant qui est sombre, qui est ténébreux. En tout cas, vous allez voir que c'est comme ça qu'elle va le présenter. Et l'après-Révolution, il est censé être lumineux. Là où la société d'Ancien Régime, donc la société pré-révolutionnaire, était marquée, comme on va le voir, par des valeurs négatives, par l'injustice et l'inégalité, la société révolutionnaire est censée, au contraire, faire triompher les lumières de l'égalité, de la justice, et ainsi de suite. On va voir si Olympe de Gouges partage ce constat. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une rupture nette qui est mise en lumière entre l'avant-révolution et l'après-révolution. On avance et on va identifier le petit 5. Alors, le petit 5, c'est d'abord cet ensemble de mots soulignés. Je sais qu'il y a des slash qui sont apparus, des barres obliques. On va les voir dans quelques instants. On se focalise d'abord sur le morceau de phrase qui est souligné. Donc, on va souligner ensemble de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Ici, on a affaire à une énumération, figure de style, qui, je vous le rappelle, permet de lister des termes qui appartiennent au même champ lexical. Et ici, on voit que Olympe de Gouges liste de terribles défauts sociaux qui sont censés avoir été abolis par la Révolution. La Révolution, nous dit-elle, a mis fin à quoi? Aux préjugés. Le préjugé étant une idée toute faite que l'on se fait sur quelqu'un ou sur quelque chose
avant même d'avoir rencontré ce quelqu'un ou ce quelque chose. Le préjugé, c'est un préjugement. Je juge avant de te rencontrer. Donc ici, Olympe de Gouges, bien sûr, elle convoque l'idée des préjugés à l'égard des femmes. On a ensuite le fanatisme. Alors, le fanatisme est une notion absolument essentielle. C'est la grande ennemie euh, des Lumières. Alors, comment définir le fanatisme? Dans le fanatisme, vous reconnaîtrez peut-être le mot fan, mais je sais que ce mot est très positif. Or, le fanatisme, c'est un terme extrêmement négatif, extrêmement négatif. Alors, le fanatisme, c'est dit assez simplement un dévouement, un attachement, une implication excessive dans une cause qui pousse à l'intolérance. Être fanatique, c'est se vouer corps et âme à une cause politique, à une cause religieuse, mais de façon excessive, tant et si bien qu'on en devient intolérant et violent. Le fanatisme mène à la violence. Le fanatisme se fonde sur l'intolérance. Le fanatique, c'est celui qui nous dit, j'ai raison et tu as tort, et si tu n'admets pas que tu as tort, je te tuerai. D'accord? Donc ici, le fanatisme eh bien, est censé disparaître grâce à la Révolution. On enchaîne. Quel autre défaut met-elle en lumière? La superstition, troisième terme de cette énumération. La superstition, alors la superstition, bon là aussi, c'est une idée, c'est un mot que vous connaissez bien, c'est encore un mot qu'on utilise, on parle souvent du vendredi 13, du chat noir, etc., etc. Alors, la superstition de nos jours, c'est le fait de croire, au fond, que certains actes entraînent de façon mystérieuse des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Le vendredi 13 est un jour qui est censé porter soit malheur, soit chance. Rencontrer un chat noir est censé porter malheur, passer sous une échelle de même, briser son miroir de même, et ainsi de suite. De façon peut-être plus philosophique, de façon plus générale, la superstition, c'est aussi de fausses croyances religieuses. C'est une attitude religieuse, là aussi un peu irrationnelle. C'est de fausses croyances religieuses. Euh, Par superstition, il faut entendre ici fausse croyance, hein. Olympe de Gouges, c'est plus ce qu'elle a en tête. Donc vraiment toutes les fausses croyances qui peuvent émerger et qui peuvent permettre de manipuler, euh, qui peuvent être utilisées par ceux qui détournent la religion pour instrumentaliser politiquement la religion et pour manipuler les foules. Et enfin, les mensonges aussi, hein, bon, ça, je n'ai pas besoin de définir, qui sont censés disparaître avec la révolution. Donc ici, elle nous dit, hein, le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Tout ce que je viens de définir, tous ces défauts, tous ces fléaux qui accablaient l'humanité, la révolution y a mis fin. Donc on se dit, bah, c'est magnifique. Les femmes sont censées être libérées. Tout est parfait. La révolution a véritablement été la solution à tout. Bon, on voit évidemment que c'est très clairement une description un peu hyperbolique, trop élogieuse, trop idéale, trop optimiste. Et on va voir que dans la deuxième partie, effectivement, elle nuance considérablement la chose. Dans cette énumération aussi, hein, c'est bien sûr tous les obstacles que les femmes ont à vaincre pour pouvoir vivre de façon un tant soit peu normale, contre des obstacles contre lesquels elles doivent lutter. Alors, sur votre écran, il y avait aussi autre chose qui est apparu en même temps que ce morceau de phrase souligné, il y a ces barres obliques. Ces barres obliques, c'est le petit 6, ces petits slash là. Ça nous permet d'identifier une antithèse. Donc, on va faire deux slash entre le tocsin de la raison, vous faites comme moi, hein, le tocsin de la raison, hop, et deux slash entre deux préjugés de fanatisme, de superstition et de mensonge. On a là une antithèse. L'antithèse étant, je vous rappelle, cette figure de style qui permet de créer une opposition entre deux mots, deux groupes de mots ou deux idées. Cette opposition, elle est claire ici, puisque d'un côté, on a une valeur qui est positive, la raison, qui est, je vous rappelle, cette capacité qu'a l'homme de réfléchir, capacité qu'a l'homme de réfléchir, qui est présentée par les philosophes des Lumières comme étant la grande solution qui va permettre de faire reculer les injustices, et bien sûr, bah, une liste d'injustices, les préjugés, le fanatisme, la superstition et le mensonge. Donc on voit que d'un côté, on a des valeurs positives qui vont être mises au crédit de la révolution, et de l'autre, on a des valeurs négatives, le préjugé, le fanatisme, la superstition et les mensonges, qui vont être au contraire ce qui caractérise la société d'Ancien Régime, la société pré-révolutionnaire. Donc Olympe de Gouges, elle nous dit vraiment, la révolution nous a permis de passer des ténèbres à la lumière, de la négativité à la positivité. On avance et on note au passage
ou plutôt on lit ensemble ce qu'il y a sur votre fiche, hein, on voit ici qu'il y a beaucoup de références qui sont faites au mouvement des Lumières. Effectivement, Olympe de Gouges, elle souhaite nous montrer que par son texte, elle s'inscrit dans le mouvement des Lumières et qu'elle souhaite continuer le combat des Lumières. On avance, et en parlant de lumière, voici une métaphore, c'est le petit 7 de la première partie. Il apparaît, euh, ce petit 7 sur votre écran à travers la phrase, le morceau de phrase surligné en bleu marine, le flambeau de la vérité. Ici, on a affaire à une métaphore. Alors, la métaphore étant, je vous rappelle, cette figure de style qui permet de comparer sans outil de comparaison deux éléments. Or, ici, on voit que la vérité, elle est comparée sans outil de comparaison à un flambeau. Alors, le flambeau, c'est quoi? C'est cette torche qui permettait, au fond, d'éclairer à l'époque, bien sûr, avant l'électricité. Vous avez tous vu des films, hein, une torche, c'est-à-dire un bâton en bois au bout duquel il y a du feu et qui permet de nous éclairer la nuit. Bref, on voit que la vérité, elle est mise du côté de la lumière. Et Olympe de Gouges nous dit dans cette phrase, le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. Là encore, grâce à la Révolution, la lumière de la connaissance et de la vérité se déploie dans la société et fait reculer l'ignorance, la bêtise, la méchanceté, la violence. On a en même temps encore une nouvelle antithèse qui est apparue, et il y a donc déjà le petit 8 à l'écran. C'est de nouveau le même symbole qu'on va utiliser, les barres de slash, hein, les barres obliques, qu'on va faire entre le flambeau de la vérité et la fin de la phrase, les nuages de la sottise et de l'usurpation. On a de nouveau une opposition entre une valeur positive, la vérité qui illumine, et des éléments négatifs, les nuages de la sottise et de l'usurpation. Alors, la sottise, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire la bêtise, c'est l'ignorance. Et effectivement, la bêtise et l'ignorance peuvent être redoutables car elles incitent souvent à des formes de violence. Et on a par ailleurs une autre notion négative, hein, qui est l'usurpation. Alors, l'usurpation, hein, c'est le fait d'usurper. C'est donc le fait, au fond, de se faire passer pour autre que ce que l'on est. C'est le fait de mentir. C'est le fait véritablement de s'approprier ce qui n'est pas à nous. Pensez à usurpation d'identité. Ça, je pense que vous connaissez bien, parce que c'est une notion dont on entend assez fréquemment parler de nos jours. L'usurpation d'identité, c'est le fait de s'approprier de façon complètement illégale et injuste quelque chose qui n'est pas à nous. Or, ici, c'est justement, selon l'âme de gauche, ce qui n'aura plus cours. Autrement dit, grâce à la Révolution, les injustices vont reculer. La bêtise, c'est terminé. Le vol, le fait de s'approprier ce qui n'est pas à nous, c'est terminé. Donc, encore une fois, une opposition entre quelque chose de lumineux et de positif, qui est à mettre au crédit de la Révolution, le flambeau de la vérité, et des éléments vraiment négatifs qui sont caractéristiques de la société pré-révolutionnaire, les nuages de la sottise et de l'usurpation. On a également la métaphore, regardez, la sottise et l'usurpation sont comparées, ça je ne l'ai pas fait apparaître, mais c'est juste pour, voilà, pour notre gouverne personnelle, pour information, sont comparées sans outil de comparaison, donc sont associées de manière métaphorique à des nuages. Or, les nuages, c'est justement ce qui nous empêche de voir la lumière du soleil. Donc là encore, hein, vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est qu'il y a un jeu sur l'ombre et la lumière dans ce texte, la lumière étant du côté de la Révolution et l'ombre étant du côté de la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire de la société pré-révolutionnaire. Et Olympe de Gouges nous montre bien que les femmes assistent à un mouvement historique, puisque tout change, tout bascule. Et si tout change, tout bascule, bah, il y a peut-être une occasion à saisir pour les femmes, précisément. On avance et on enchaîne en parlant de tout change et tout bascule. Il nous faut, et c'est le petit 9, identifier ici l'isotopie de la révolte qui apparaît à travers deux mots, les forces et briser ses fers. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. On parlait justement de ce point de bascule, de ce moment historique où l'on passe de l'ombre à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Eh bien, en voilà un qui a su saisir justement cette opportunité, c'est l'homme. Ce sont les hommes. Et les hommes ont effectivement démultiplié leurs forces pour briser les fers. Et briser ces fers, ça veut dire évidemment se libérer des chaînes qui nous retenaient. Euh, mais petit problème, les hommes, bien sûr, se sont fondés sur leur force pour se libérer, mais ils ont eu, nous dit Olympe de Gouges, besoin, ils ont eu besoin de recourir aux tiennes, c'est-à-dire aux forces des femmes.
Donc les femmes et les hommes ont combattu ensemble, coude à coude, contre les ténèbres et pour l'avènement de la lumière, si je reprends les métaphores, hein, les symboles qu'elle utilise dans son texte. Mais le problème, c'est que le seul qui a été libéré, c'est l'homme. Par extension, il faut donc comprendre que la femme, elle, est restée esclave. Elle est encore dans les fers. Elle est encore victime de l'injustice et de l'inégalité. Elle est encore plongée dans le monde des ténèbres. Où on identifie une dernière antithèse. Vous voyez, hein, beaucoup d'antithèses dans ce passage, hein, il y en a trois en tout. On va réutiliser les mêmes symboles. On va mettre deux barres obliques ou deux slash séparés entre l'homme esclave, d'une part, et dans la dernière phrase, le mot libre, bien sûr. Il y a ici une opposition entre l'esclavage, l'homme esclave, c'est-à-dire l'homme privé de liberté, et l'homme devenu libre, l'homme esclave dans la société pré-révolutionnaire, l'homme qui n'avait aucun droit, et l'homme devenu libre dans la société révolutionnaire. On voit donc qu'il y a bel et bien eu un moment historique avec la Révolution, où tout a changé du tout au tout. On est passé d'un extrême à un autre. On est passé de l'obscurité des ténèbres à la lumière. On est passé du mensonge à la vérité. On est passé de l'irrationnel à la raison. On est passé de l'esclavage à la liberté. Mais, et c'est justement ce qui va permettre d'amorcer le passage, la seconde partie du texte, il y a une catégorie de la population qui est encore maintenue dans l'esclavage, dans les ténèbres, qui est encore prisonnière d'un monde de mensonges et de superstitions et de préjugés et de fanatisme. Ce sont bien sûr les femmes. Donc, ici, on a bel et bien un portrait extrêmement, une description plutôt extrêmement positive de la Révolution, hein, dont Olympe de Gouges souligne le caractère émancipateur. Caractère émancipateur parce que l'émancipation, voilà ce que je veux dire, émancipateur, adjectif dérivé d'émancipation, substantif qui désigne le fait de se libérer. La Révolution est ce moment où l'on peut se libérer. Il va donc falloir aux femmes euh, il va leur falloir se saisir de ce moment pour se libérer elles-mêmes, puisque l'homme est coupable d'ingratitude. C'est ce qu'on peut lire ici entre les lignes. Enfin, pour boucler la boucle et terminer la première partie de ce texte, on va souligner les verbes qui sont apparus à votre écran. Donc, on peut toujours utiliser le même symbole, hein, la même façon de faire pour identifier les verbes, soit une couleur, soit on souligne. On a identifié déjà deux verbes qui étaient au mode verbal à l'impératif. Ici, on va identifier non plus des verbes à l'impératif, mais au passé composé. On va identifier à dissiper, à multiplier, à eu et devenu. Et l'emploi de ce temps verbal est assez intéressant puisque le passé composé, c'est justement le temps qu'on utilise pour faire le bilan. Le passé composé, le temps du bilan, il est celui qu'on utilise pour mesurer les conséquences d'un événement passé sur le présent. Et force est d'admettre que les conséquences de la révolution, elles sont éminemment positives sur la condition des hommes. Mais la condition des hommes avec un petit h, pas avec un grand H. Alors que pour la femme, eh bien, on va voir que la situation est tout autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle nous dit dans la dernière partie, dans la dernière phrase. Devenu libre, l'homme est devenu injuste envers sa compagne. Alors, pourquoi est-il devenu injuste? Passons à la deuxième partie de cette explication de texte. Olympe de Gouges recommence cette partie avec une figure de style qu'elle a déjà employée dans la première partie, une apostrophe. Donc on va réutiliser pour le petit 1 du grand 2 la même couleur que pour le petit 1 du grand 1. Pour moi, ce sera le violet. Ô femme, femme. On voit ici qu'on passe au pluriel, là où dans la première partie, on était au singulier, mais évidemment, dans la première partie, femme avec une majuscule et au singulier, ça désigne toutes les femmes. C'est un emploi générique de ce substantif. Ici, le pluriel insiste aussi quoique différemment, sur la volonté d'Olympe de Gouges de s'adresser à toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions et leur classe sociale. Donc cette apostrophe, c'est-à-dire cette interpellation, permet à Olympe de Gouges de remobiliser son lectorat, de ressusciter une prise de conscience, de ressusciter une sorte euh, de, comment dire, ça permet au fond de recapturer l'attention euh, de son lectorat. Et on a ici une dimension un peu emphatique de cette apostrophe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire emphatique? Emphatique, c'est un adjectif qui est dérivé de emphase. Et emphase, on peut en noter la définition. Là aussi, vous pouvez le faire sur votre fiche à côté du petit 1 du grand 2 ou après la conclusion. Emphase, qu'est-ce que ça signifie? On note donc ensemble en phase de points, en phase de points,
style ou manière de parler, on va plutôt dire, manière de s'exprimer, sérieuse et grave. Manière de s'exprimer, sérieuse et grave. En phase, manière de s'exprimer, sérieuse et grave. Et effectivement, hein, ici, avec l'emploi du mot haut, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement sérieux, de solennel, de grave, d'important. Elle insiste sur l'importance de sa prise de parole, elle insiste sur l'importance de son texte, elle insiste sur l'importance d'être entendue. Ô femme, femme. Alors, on enchaîne et on va voir qu'ensuite, il y a quantité de questions rhétoriques. Donc, la grande question de grammaire qui peut tomber pour cette explication de texte, c'est bien sûr la question sur l'interrogation. Il y a beaucoup de questions directes ici. Et avec une nouvelle couleur, on va identifier tous les points d'interrogation de ce passage, sauf le tout dernier, pour la raison que vous verrez plus tard. Donc, on va identifier les questions rhétoriques, c'est-à-dire ces fausses questions, ces questions qui sont en réalité des affirmations masquées, ces questions pour lesquelles on n'attend pas de réponse parce que la réponse va de soi, elle est évidente. On va identifier donc les questions suivantes. Quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Que vous reste-t-il donc? Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana. Ici, ces questions rhétoriques, elles permettent de créer une prise de conscience, d'interpeller son lectorat, ses lectrices, ses lecteurs. On est toujours dans le registre polémique, hein. On voit effectivement qu'elle cherche à développer une argumentation, mais avec une force de conviction qui est palpable, avec un engagement qui est sensible et avec une certaine forme de véhémence. Dans cette deuxième partie, elle va faire le bilan de la Révolution en ce qui concerne les femmes, et elle va faire le blâme de la Révolution. Et c'est ce qu'il nous faut faire apparaître ici. On en est au petit 3 du grand 2, nouvelle couleur, il nous faut identifier cette phrase. Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Alors, cette réponse, cette phrase qu'on identifie, elle intervient après une deuxième question, la deuxième question rhétorique de ce passage, à savoir quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution. C'est la phrase dont je vous ai parlé en ouverture. Si je la reformule, ça veut dire qu'est-ce que ça vous a apporté la Révolution? Quels sont les bénéfices que vous pouvez en tirer? Est-ce que vous avez constaté une amélioration? Quel est le bilan que vous pouvez faire de la Révolution? Et la réponse qu'offre Olympe de Gouges est la suivante, un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Donc on a une phrase qui est très courte, une phrase sans verbe, et une phrase construite, vous voyez, sur une forme de parallélisme qui permet de bien la retenir. Elle est très percutante, cette phrase. Elle permet, au fond, de signaler quoi? Ben, c'est que la condition des femmes est s'empirer, en fait, avec la Révolution. On est encore plus méprisé, nous dit Olympe de Gouges, et on est encore plus dédaigné. Être dédaigné, être l'objet du dédain, c'est être regardé de haut, c'est être rabaissé. Donc le seul bilan de la Révolution, en ce qui concerne les femmes, il est résumé en une phrase. Là où, dans la première partie, il y avait beaucoup de belles images pour montrer à quel point la lumière s'était répandue dans la société, mais pour les femmes, en une phrase, on fait le bilan et c'est un bilan calamiteux. On est encore plus méprisé, on est encore plus rabaissé. C'est une phrase, hein, sur la fiche, vous le voyez, le mot qui est utilisé, je projette votre fiche quelques instants, c'est une phrase lapidaire. Donc lapidaire, c'est un mot qu'on avait vu lors de la troisième explication du texte, une phrase très courte, très percutante. Alors, terrible bilan que celui de la Révolution, bilan extrêmement amer. Comme elle est en train de faire le bilan, on va retrouver un verbe au passé composé, c'est le petit 4 de votre fiche, on va encore souligner le verbe, on peut toujours utiliser la même couleur ou la même démarche. Moi, c'est souligné en noir et en gras. À vous, je vous laisse trouver votre code couleur et le réutiliser au gré de l'explication de texte. Ici, on a donc évidemment le passé composé qui est utilisé au moment où elle invite les femmes à faire le bilan. Et ça montre bien qu'elle cherche à faire le bilan de la Révolution. Elle cherche à voir les leçons qu'on peut en tirer. Elle cherche à voir factuellement ce que cet événement historique a pu apporter aux femmes. Et on voit que, hélas, les résultats sont pour le moins maigres. On avance et on passe au petit 5. Le petit 5, c'est une isotopie. Donc, tout simple, on va identifier trois mots pour structurer un peu cette isotopie. La fournir, c'est l'isotopie du pourvoir, du pouvoir. Régner, empire, patrimoine. Alors, dans quelle phrase ces mots figurent-ils? Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme, la réclamation de votre patrimoine fondé sur les sages décrets de la nature. Alors regardons ce que tout cela signifie. Dans les siècles de corruption,
Ici, Olympe de Gouges, elle utilise une périphrase, c'est-à-dire un ensemble de mots pour caractériser un seul mot. Elle utilise une périphrase avec dans les siècles de corruption pour décrire la société pré-révolutionnaire. Les siècles de corruption, c'est-à-dire les siècles immoraux, les siècles vicieux. Euh, Elle nous dit donc qu'avant la Révolution, les femmes ont régné, mais n'ont régné que sur la faiblesse des hommes. Que faut-il comprendre? Et bien là, de façon peut-être a priori paradoxale, en tout cas étonnante, euh, elle s'attaque aux femmes ici. Elle s'attaque aux femmes, dans une volonté, là encore, polémique. Les femmes ont régné sur la faiblesse des hommes. Que faut-il comprendre? Eh bien, ici, on peut penser à Manon Lescaut. Olympe de Gouges nous dit, vous avez utilisé vos charmes pour séduire les hommes. Et c'était là le pouvoir que vous aviez. Du reste, le seul pouvoir qu'on vous donnait. Et la seule façon que vous aviez de vous en sortir. Bon. Mais c'est une forme de pouvoir. On a là l'isotopie du pouvoir. Vous avez régné sur la faiblesse des hommes en jouant de votre charme. Alors évidemment, ce pouvoir, Olympe de Gouges, elle le condamne. Ce n'est pas du tout un pouvoir qui lui semble intéressant. Ce n'est pas apporté au crédit de la condition féminine. Une fois ce pouvoir, phrase suivante, il est détruit avec la Révolution. Votre empire est détruit. Votre empire, ici, ça veut dire votre pouvoir, votre puissance, votre capacité à régner. Eh bien, il est détruit. Ce petit pouvoir que vous aviez avant, qui était du reste condamnable et immoral, bah, vous ne l'avez même plus en fait. Vous n'avez plus rien. Vous êtes privé de toute forme de pouvoir. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. Bon, bah alors, qu'est-ce qui vous reste? Bah, un constat, celui qui consiste à dire que les hommes ont été ingrats. Mais ne vous arrêtez pas là, phrase suivante, la réclamation de votre patrimoine fondé sur les sages décrets de la nature. C'est pourquoi, nous dit Olympe de Gouges, hein, il nous faut faire des droits qui vont nous assurer une vraie forme de pouvoir, partager avec les hommes une déclaration qui va nous permettre de fonder nos droits sur de vraies valeurs morales et de pouvoir nous en sortir dans la société en nous fondant sur nos mérites et non sur d'éventuelles capacités à manipuler. On avance et on passe au petit 6. On passe au petit 6 en identifiant une négation. Alors là, deuxième notion de grammaire présente dans ce passage. La négation, elle est présente sous vos yeux à travers n'avait régné que. On va encadrer n'avait régné que et souligner le n et le que. On a affaire à la négation restrictive. La négation restrictive, c'est la deuxième famille de négation qu'on avait vue en cours. Je vous rappelle que c'est cette famille qui consiste moins, c'est ce type de négation qui consiste moins à nier l'action exprimée ou l'état exprimé par le verbe qu'à le restreindre, en restreindre la portée. Et donc là, bien sûr, bah, ça renforce le fait qu'auparavant, avant la Révolution, les femmes n'avaient qu'une forme de pouvoir, celui d'utiliser leur charme, mais que maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le pouvoir qu'on leur avait promis, la capacité de vivre une vie libre et autonome, bah, en fait, il n'est jamais arrivé. Le peu de pouvoir qu'elles avaient, bah, il leur a été retiré. Et le pouvoir qu'on leur avait promis, bah, il n'est resté qu'à l'état de promesse. C'est pourquoi il faut se réveiller. C'est pourquoi il faut agir. C'est pourquoi il faut finir la révolution, qui n'est pas terminée, nous dit Olympe de Gouges. Il faut agir. Alors, autre question rhétorique. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Une si belle entreprise, ça veut dire ce si beau projet. Ce si beau projet qui serait donc le fait de se révolter, de parachever la révolution, de réclamer nos droits. Qu'est-ce que tu aurais à redouter? Pourquoi tu n'agis pas? Qu'est-ce que tu aurais à redouter? Demande Olympe de Gouges. Tu aurais redouté le bon mot du législateur des noces de Cana? Et hop, là, on passe au petit 7, on identifie cette phrase qui est importante et qu'il me faut expliquer. Le bon mot du législateur de Cana, petit 7, nouvelle couleur, c'est une référence à la Bible. C'est une référence à la Bible. Alors, le législateur des noces de Cana, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Une périphrase pour désigner Jésus. Le législateur, c'est celui qui fait des lois. Ici, c'est une périphrase pour désigner Jésus et plus précisément pour faire une référence à un passage très particulier de la Bible. En l'état, les noces de Cana. Alors, les noces de Cana, c'est un épisode assez célèbre de la Bible qu'on trouve dans le Nouveau Testament, donc la partie qui concerne davantage la religion chrétienne. C'est un épisode
Je vais vous résumer à très très grands traits. Il s'agit d'une scène de mariage, d'où les noces de Cana. Les noces, ça veut dire mariage. Ici, c'est une scène de mariage durant laquelle Jésus a réalisé l'un des miracles qu'on lui attribue, à savoir changer l'eau en vin. Ici, elle parle du bon mot des législateurs de Cana. Alors, le bon mot, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a un bon mot, c'est qu'on a une belle répartie, une bonne réponse, une réponse un peu piquante qui fait mouche. Bref, dit simplement, c'est quand on a une bonne punchline qu'on peut balancer au gré d'un clash. Et alors, quelle est la punchline de Jésus? À quoi fait-elle référence? Bon, bah là, il faut effectivement que je vous lise le passage de la Bible. Alors, si je me penche sur le passage auquel elle fait référence, on trouve par exemple dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, versets 3 et 4, une scène qui est justement celle à laquelle elle fait référence. Donc, Jésus euh, s'adresse à sa mère. Donc, non, la mère de Jésus, Marie, vient voir son fils et lui dit, les convives n'ont plus de vin, et Jésus va lui répondre une phrase sur laquelle on va se pencher. Donc, je vous lis le passage auquel Olympe de Gouges fait référence, le passage de la Bible auquel Olympe de Gouges fait référence. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors ça, c'est la traduction que l'on trouve dans les Bibles actuelles. Dans la traduction, ou plutôt dans le texte qui était souvent mobilisé à l'époque d'Olympe de Gouges, la réponse de Jésus, elle est légèrement différente. Elle est la suivante. Femme, Jésus répond, Femme, qu'y a-t-il entre toi, de commun entre toi et moi? Rien. Cette réponse, elle a été utilisée par les autorités religieuses pour rabaisser la femme, en se fondant sur la figure de Jésus, qui se serait permis de le faire à l'égard de sa mère. Cette réponse a été instrumentalisée par les autorités religieuses pour créer une hiérarchie entre l'homme et la femme. Et Jésus, soulignant ici le fait qu'il n'y a rien de commun, donc de similaire, entre lui et sa mère, donc entre l'homme et la femme, et que par extension, l'homme est au-dessus de la femme. Bien sûr, c'est très éloigné du sens du texte. En réalité, ce n'est absolument pas le sens du passage biblique. Et d'ailleurs, la traduction qui est proposée de nos jours écarte complètement la manière dont les autorités religieuses pouvaient manipuler le texte à l'époque. Ici, Olympe de Gouges, elle fait référence à la Bible, pour mieux la réécrire à la fin, vous allez voir, hein, vous allez voir qu'elle fait une réécriture de la Bible à la fin de ce passage, mais elle fait une référence, pardonnez-moi, à la Bible pour signaler, souligner et s'attaquer à la manière dont certaines autorités religieuses instrumentalisent de façon politique la religion. Ils font dire au texte religieux ce que le texte ne dit pas, pour ici, dans le cadre qui intéresse l'âme de gauche, rabaisser les femmes. On va avancer, on va avancer, et elle va, vous allez voir, Olympe de Gouges, contrecarrer cet argument, et même s'attaquer aux autorités religieuses qui instrumentalisent de façon politique la religion, qui font dire au texte religieux ce que le texte ne dit pas. Alors nous, on va avancer, on passe au petit 8 et on va identifier un petit mot tout simple de quatre lettres, mais ô combien important, c'est le mot mais, M-A-I-S, qui apparaît à votre écran. Sur votre écran, nous, moi il apparaît en majuscule, nous on va l'encadrer, donc sur votre fiche et sur votre feuille, vous encadrez ce mot. C'est une conjonction de coordination qui va permettre de créer une opposition. Une opposition entre quoi et quoi? Lisons un peu cette phrase et tâchons de voir ce qu'Olympe de Gouges nous dit. Craignez-vous que nos législateurs français, donc ceux qui font les lois en France, les députés, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent, etc. Alors ce petit mot, qui s'insère dans une phrase un peu compliquée et dont je vais tâcher d'expliciter le sens, ce petit mot de quatre lettres, il va formuler une opposition qui est fondamentale et qu'elle va véritablement utiliser pour renforcer son argumentation. Ce petit mot, disais-je, il va permettre de mettre en place une opposition entre quoi et quoi? Eh ben, entre les autorités religieuses et les autorités politiques. Olympe de Gouges nous dit quoi? Les autorités religieuses ne doivent pas instrumentaliser de manière politique la religion pour faire de la politique.
que chacun reste dans son pré. Les autorités politiques ont pour devoir de gérer la vie de la nation, ont pour devoir de structurer euh, la vie de l'État. C'est à eux quincombent les devoirs politiques, la charge politique, là où les autorités religieuses ont pour devoir non plus de s'intéresser à la politique, mais bel et bien de s'intéresser à la sphère spirituelle, à la sphère strictement religieuse. Bref, ici, Olympe de Gouges a créé une opposition entre, d'une part, la politique et d'autre part, la religion. Et cette opposition, elle nous dit qu'elle a été permise par la Révolution. Il ne faut pas que religion et politique s'entremêlent, nous dit Olympe de Gouges, parce que sinon, parfois, souvent, dit-elle, on fait dire au texte religieux ce qu'il ne dit pas. On dénature le texte religieux, on dénature la religion. Que chacun soit dans son camp. Bref, grâce à cette petite conjonction de 4 lettres, je projette votre fiche, Olympe de Gouges, elle insiste sur le fait que la Révolution a jeté les bases de ce qu'on appelle la laïcité, en dissociant l'Église et l'État. Elle va creuser cette opposition et on passe au petit neuf, nouvelle couleur, en formulant une métaphore, alors une métaphore de nature polémique. Cette métaphore, on va l'identifier avec cette couleur qui sera pour moi orange, c'est celle-ci, cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique. On va voir ici que Olympe de Gouges, elle associe de manière très polémique, à l'époque, de manière très polémique, elle associe cette morale, c'est-à-dire ici, il faut comprendre la religion, la manière dont la morale religieuse telle qu'elle est dénaturée par les autorités religieuses, par certaines autorités religieuses, elle l'associe à une plante parasite qui vient s'accrocher aux branches de la politique, alors que cette plante n'a rien à faire sur l'arbre de la politique. Ici, hein, on voit que on a affaire à une métaphore qui associe sans outil de comparaison cette morale religieuse, c'est-à-dire la manière dont les autorités religieuses utilisent le texte religieux pour faire de la politique, à une plante parasite qui vient s'accrocher aux branches de l'arbre de la politique, alors que bah, cette morale n'a rien à faire sur l'arbre de la politique. Donc ici, la morale religieuse, elle est de manière polémique associée de façon métaphorique à une plante parasite qu'il va s'agir de défaire pour aller la replanter ailleurs. Mais l'arbre de la politique et la plante de la religion n'ont pas à grandir ensemble, que chacun grandisse de son côté. Ça donnera de très belles choses, mais elles n'ont pas à se mélanger. Parce que sinon, eh bien, ça donne lieu à des parasites, ça dénature complètement, véritablement, le propos de la politique et le propos de la religion. Donc ici, hein, on voit, grâce à cette métaphore polémique, qu'Olympe de Gouges elle creuse son opposition en associant la morale religieuse à une plante parasite qu'il va s'agir de défaire de l'arbre de la politique. Elle nous dit d'ailleurs que c'est déjà fait, hein. Les législateurs français, c'est-à-dire ici, les députés français, entre autres, ils ont corrigé cette morale, c'est-à-dire ils l'ont arrachée de l'arbre de la politique, hein. On sait effectivement que la Révolution a eu maille à partir avec la religion catholique, avec l'Église, et que sans pour autant verser dans l'athéisme, la mainmise de l'Église catholique sur la nation française a cessé avec l'avènement de la Révolution pour ensuite revenir avec le Concordat de Napoléon et puis de nouveau recesser avec la loi de 1905 sur la laïcité. On avance et on termine cette partie par certainement le paroxysme de son argumentation, la réécriture du passage public, biblique, pardon, pas public, biblique. La réécriture, elle a lieu là. C'est ce qui apparaît avec une nouvelle couleur, petit bis, tout auriez-vous à répondre. Donc regardez les dernières phrases, on voit qu'elle recite le passage de la Bible que je vous ai lu tout à l'heure. Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Donc ici, elle cite la Bible, Olympe de Gouges, mais en lieu et place de la réponse qui est souvent utilisée par les autorités religieuses pour abaisser les femmes, elle va porter une autre réponse. À la place du rien, on va avoir tout, tout. Auriez-vous à répondre? C'est cette réécriture qui permet véritablement de donner de la force à son argumentation. Je vous rappelle qu'Olympe de Gouges est celle qui cherche une égalité en droit, donc une base d'appui commune entre les hommes et les femmes. Qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Où auriez-vous à répondre?
Il est peut-être temps, nous dit-elle, de réécrire ce qui a besoin d'être réécrit et de ne plus se soumettre aux instrumentalisations politiques de la religion. Donc ici, on a véritablement affaire à une réponse inattendue, ô combien polémique, ô combien intéressante, qu'elle met en valeur d'une part avec le discours direct. Donc, je vous rappelle que le discours direct, c'est l'une des formes de parole rapportée que l'on avait vu ensemble en cours lorsque l'on avait étudié Manon Lescaut. Il y a quatre formes de parole rapportée, c'est-à-dire quatre manières de rapporter les paroles des personnages dans un roman, par exemple. Le discours direct, qui donne à entendre directement le personnage. Le discours indirect, par lequel le narrateur reformule, le discours indirect libre et le discours narrativisé. Ici, elle cite euh, directement la Bible, elle donne directement à entendre la parole, et donc elle utilise le discours direct, ce qui permet de rendre bien sûr son texte plus dynamique, plus vivant, plus intéressant, et sa réécriture plus frappante encore, et le conditionnel, hein, qui est donc véritablement ici une invitation à réécrire ce qui a besoin d'être réécrit. Donc on voit que non sans provocation, Olympe de Gouges, elle invite à un grand changement et à se départir de tout ce qui peut justifier le rabaissement de la femme. On passe à la troisième et dernière partie de notre explication de texte. Il est temps pour les femmes, en somme, d'agir, nous dit Olympe de Gouges dans cette dernière partie. Et d'ailleurs, on le voit avec le premier élément à repérer. On va souligner les verbes opposer, réunissez et déployer, toujours avec le même euh, moi, c'est toujours en souligné en gras. Vous, je vous laisse reprendre le signe qui vous intéresse le plus, la manière d'identifier ces verbes que vous avez déjà utilisés. Ce sont des verbes à l'impératif. Je vous rappelle que l'impératif est ce mode verbal qui permet de formuler des ordres. Ici, on a une invitation à l'action. Opposez-vous, réunissez-vous et déployez toute votre énergie. Il s'agit bel et bien d'agir. Ce sont des verbes d'action, c'est une invitation à l'action et ça incite les femmes à agir, à se mobiliser pour faire advenir une nouvelle condition. Il ne s'agit plus de subir, mais bel et bien d'agir pour parachever la révolution. Alors, cette phrase dans laquelle figurent ces impératifs, je projette votre fiche quelques instants, elle prend la forme d'une période oratoire. La période oratoire, c'est cette notion qu'on a définie dans la précédente explication de texte et qui désigne, je vous rappelle, ces longues phrases particulièrement complexes qu'on peut trouver dans un discours et qui témoignent de toute l'éloquence de l'orateur qui la formule. Donc ici, elle montre son éloquence, Olympe de Gouges, cette longue phrase, elle va être rythmée par des verbes à l'impératif qui sont autant d'invitations à l'action. On a donc une syntaxe qui est accumulative. La syntaxe, c'est un mot dont on a déjà parlé, mais qu'on va vraiment creuser quand on va faire le cours de grammaire sur les propositions subordonnées. La syntaxe, disais-je, c'est donc pour faire simple la manière de construire des phrases. Et ici, on voit que cette manière de construire des phrases, elle accumule beaucoup de propositions, comme pour montrer justement qu'elle a beaucoup de choses à dire, qu'il y a beaucoup à faire, et ça crée un effet d'amplification. Évidemment, hein, on arrive avec beaucoup d'informations qui nous sont données en bout de course. Et il s'agit de susciter dans le cœur de celles et ceux qui la lisent et l'écoutent une forme d'enthousiasme. On avance et on va identifier deux choses. On est là au petit 2. Alors, la première chose qu'on va identifier, on peut l'encadrer, c'est cette conjonction de coordination toute simple de lettres et ET. Vous l'encadrez et cette conjonction, vous répercutez bien sûr cet encadrement dans le petit 2, vous encadrez conjonction qui crée un rapport causal. Alors, à moi maintenant d'expliquer, et je projette votre fiche, ce que signifie un rapport causal. Alors, du reste, sur votre fiche, je l'ai déjà expliqué, un rapport causal, c'est justement ce qui permet d'exprimer une causalité. Qu'est-ce que la causalité? C'est le lien qui existe entre une cause et les conséquences qu'elle produit, entre un événement et les événements qu'il engendre. Ça permet au fond de montrer que toute cause engendre des conséquences, tout événement a des conséquences. Cette conjonction, elle fonctionne avec un verbe. Nouveau temps verbal, mais on va utiliser le même symbole pour identifier ce temps verbal. Moi, je souligne et je mets en gras. Ce temps verbal, c'est le futur de l'indicatif. C'est ce futur qui est présent dans le verbe verrez, vous verrez. Vous pouvez même souligner bientôt l'adverbe qui est juste après. Vous verrez bientôt. Alors, le futur de l'indicatif, c'est ce futur qui permet d'évoquer l'avenir, mais de l'évoquer avec certitude. Quand on utilise un verbe au futur de l'indicatif, ça permet de prédire, mais de prédire avec certitude. Quand j'utilise le futur de l'indicatif, en somme, j'évoque des événements qui vont très certainement advenir. Je ne suis pas dans le doute, je suis dans la certitude.
La conjonction et le verbe à l'impératif, au futur de l'indicatif, pardonnez-moi, ils fonctionnent ensemble. Regardez un peu comment tout cela fonctionne. On a des verbes à l'impératif. Posez-vous, réunissez-vous, déployez toute votre énergie. Pause. Et alors, vous verrez bientôt que tout sera transformé. Conséquence. Écoutez-moi, cause, conséquence, tout changera. Agissez, cause, conséquence, tout changera. Et tout changera bientôt. Hein. C'est ça aussi qui est important, c'est que c'est un futur très proche. C'est un futur dont elles seront les contemporaines. C'est un futur qu'elles pourront voir de leurs yeux et qu'elles pourront vivre. Il ne s'agit pas d'une vague promesse appelée à se réaliser dans une autre période historique. Non, non. Il s'agit là d'un moment historique qui est sur le point de tout faire basculer. Mais pour ce faire, la condition, c'est d'agir. Si vous agissez, alors tout changera. Tout changera. Donc voilà, hein, ce rapport causal qui est ici vrai. Elle reboucle la boucle en refaisant référence à des éléments chers au mouvement des Lumières. On en est au petit 3 avec une isotopie de la philosophie et de la sagesse qui va permettre de donner de la légitimité aux propositions que l'auteur formule. Donc cette isotopie, elle apparaît en rouge bordeaux, nouvelle couleur, avec principe, raison, philosophie, caractère. Ici, effectivement, on a là des références à des valeurs philosophiques, à des valeurs de l'ordre de la sagesse, qui montrent bien que toutes les propositions que formule l'oratrice, que formule l'auteur, que formule donc Olympe de Gouges, s'inscrivent complètement dans la continuité de ce grand mouvement qu'est le mouvement des Lumières, s'inscrivent complètement aussi dans l'esprit de la Révolution. Il faut finir la Révolution, nous dit Olympe de Gouges. Il nous faut parachever ce que les Lumières nous avaient proposé, c'est-à-dire un changement total de société qui puisse véritablement faire advenir la liberté et l'égalité. On avance et on va identifier de nouveaux éléments. On en est au petit 4 de la troisième partie du texte. Nouvelle couleur, c'est bientôt la fin des nouvelles couleurs, je vous rassure, vous avez bientôt fini, vous le voyez. On va identifier les étendards et l'être suprême. Alors les étendards, je vous rappelle qu'un étendard, c'est un drapeau sous lequel on se rassemble. C'est souvent le drapeau militaire, par exemple, mais pas que. Bien sûr, ça peut être le drapeau de la nation. Et précisément, il y a un nouveau drapeau qui est advenu au gré de ce moment historique qu'est la Révolution. C'est le drapeau tricolore. Donc là, il y a une petite référence à ce drapeau tricolore, qui est le grand drapeau révolutionnaire. Et ce drapeau tricolore, regardez, il est aussi associé à la philosophie. Il faut qu'on se réunisse sous ce nouveau drapeau, et ce nouveau drapeau, c'est aussi le drapeau de la philosophie. Nous nous réunissons sous les drapeaux de la nation qui vient de naître et sous les drapeaux de la philosophie. Donc vous voyez qu'ici, son pays, à Olympe de Gouges, est aussi la philosophie quelque part. Son camp, c'est celui des philosophes, nous dit-elle. Euh, et il y a une référence à l'être suprême. L'être suprême, je vous rappelle, c'est cette conception religieuse en un sens, philosophique certainement, qu'ont les révolutionnaires de Dieu, conception qui est proche du déisme et en vertu de laquelle Dieu est postulé comme existant. Les déistes croient en l'existence d'un créateur, créateur qui est à l'origine de tout, qui est tout puissant, qui nous dépasse à tous les égards, mais qui, selon les déistes, ne nécessite pas d'être vénéré par l'intermédiaire d'une religion organisée. Donc les déistes vont plutôt insister sur un cheminement libre et personnel. Le dieu des déistes et le dieu des révolutionnaires, il porte un nom, l'être suprême, d'accord, pour se distinguer du mot Dieu qui était utilisé, bien sûr, par la religion monothéiste qui était alors pleinement en vigueur dans la société d'Ancien Régime et en France, qui était donc le catholicisme. Catholicisme dont s'est démarqué, dont s'est départie la Révolution. Et ici, évidemment, hein, par cette référence aux étendards de la nation de la philosophie et à l'être suprême, eh bien, Olympe de Gouges nous montre qu'elle s'inscrit pleinement dans la révolution. Elle est complètement fidèle au symbole à l'esprit de la révolution. Voilà, je vais y arriver. Et d'ailleurs, hein, elle se propose non pas de défaire la révolution, mais de véritablement de la parachever, de la compléter, de la mener jusqu'à son terme. Et c'est ce qu'elle dit. Vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême.
Que nous dit-elle dans ce morceau de phrase? Vous verrez bientôt que les orgueilleux, c'est-à-dire les hommes, ceux qui font les fiers, qui pensent effectivement infiniment supérieurs aux femmes, vous verrez bientôt que les hommes arrêteront d'être des adorateurs esclaves de vos charmes et qui rampent à vos pieds. Hein. Ça ne sera pas comme avant la Révolution, où on utilisait nos charmes pour séduire les hommes, nous dit Olympe de Gouges. Donc ils ne seront pas des adorateurs, ils ne seront pas nos adorateurs, ils ne vont pas ramper à nos pieds, il est hors de question qu'on revienne à ça, mais ils seront au contraire fiers de partager avec nous les trésors de l'être suprême, c'est-à-dire les beautés de la terre, les beautés de la création, les beautés de tout ce qui nous entoure. Bref, c'est ce que nous dit Olympe de Gouges. Bah, si on agit, si on met en place les droits que je liste dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, alors nous pourrons tous et toutes vivre plus heureux et sur un pied d'égalité. D'ailleurs, et c'est le dernier élément à identifier, nouvelle couleur. Alors moi, je sais que c'est une couleur que j'avais déjà utilisée, mais c'est parce que je tournais un peu en rond avec mes couleurs et je ne savais plus lesquelles utiliser. Vous, dans l'idéal, prenez une nouvelle couleur, c'est le petit 5. Ce petit 5 nous permet de nous intéresser à cette très belle phrase qui est donc, quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir. Très belle phrase, disais-je, parce qu'on y a comme un écho de ce proverbe qui dit, quand on veut, on peut. Et c'est exactement ce qu'elle dit ici. Hein. Il y aura des obstacles, nous dit Olympe de Gouges. Bien sûr, on vous mettra des bâtons dans les roues, évidemment. Et c'est pas grave, vous pourrez les surmonter parce que il vous suffit de vouloir les surmonter. Et ça, c'est une phrase assez jolie que vous pouvez retenir même pour votre vie, effectivement. Peu importe les obstacles, peu importe les bâtons qu'on nous met dans les roues, quand on veut, on peut. Alors, c'est une formule qui incite à agir. Ici, cette phrase, elle est une invitation à l'action. C'est d'ailleurs véritablement son propos. Elle cherche à créer de l'enthousiasme dans le cœur de celles et ceux euh, qui écoute Olympe de Gouges. Je projette quelques instants votre fiche. Vous avez un verbe, formule d'incitation qui exhorte les femmes à se rebeller. Exhorter, c'est donc pousser à, inciter fortement à. Et les femmes sont invitées, sont poussées à se rebeller, sont poussées à agir pour conquérir leurs droits. Et d'ailleurs, cette invitation à l'action, elle est renforcée par une antithèse entre pouvoir et vouloir. D'habitude, donc on va bien identifier cette antithèse, hein, avec les deux slash entre pouvoir et vouloir. D'habitude, ces deux verbes sont opposés. Pouvoir d'un côté, vouloir de l'autre, deux réalités bien différentes, mais qui ici, comme dans le proverbe, sont associées. Quand on veut, on peut. Alors, ce n'est pas souvent le cas, enfin, malheureusement, c'est souvent plus compliqué que ça, bien sûr. Quand on veut, on ne peut pas toujours. Et quand on peut, d'ailleurs, on n'a pas forcément non plus envie. On ne veut pas toujours. Mais ici, eh ben, ces deux entités, ces deux notions opposées, elles sont rassemblées ensemble assez paradoxalement. Donc l'antithèse ici, elle est déjouée. Et puis on a un dernier élément à repérer, entre crochets, une négation restrictive. Vous n'avez qu'à le vouloir. Donc entre crochets, on va mettre n'avez qu'à, n'avez que, et on va souligner le ne et le que, c'est une négation restrictive qui souligne la simplicité de la solution proposée. Évidemment, il y a un effet de facilité. La solution est toute bête. Comment conquérir nos droits? Ben, il suffit de les vouloir. Il suffit de les vouloir. Bouge-toi et tout changera. Écoute-moi et tout sera révolutionné. Bref, c'est donc sur un élan d'optimisme que cette phrase se termine. Il y a un petit effet de pointe, c'est-à-dire véritablement euh, une, euh, une, euh, une phrase qu'on retient bien, qui fait son effet. Hein. C'est ça l'effet de pointe, c'est les phrases qui se terminent euh, et qui... les phrases, pardonnez-moi, je vais y arriver, en bout de discours, en bout de texte, qu'on retient particulièrement bien et qui produisent un effet sensible. Et c'est vraiment le cas ici. Hein. Il est en votre pouvoir de surmonter les obstacles, vous n'avez qu'à le vouloir. Tout est bien résumé, tout est bien dit. On termine sur une très belle valeur, pleine d'optimisme. Euh, et c'est la fin, par ailleurs, de cette explication de texte. On lit peut-être rapidement la conclusion, et cette fois-ci, elle n'est que sur votre fiche. C'est les mots suivants. Le postambule débute donc avec une efficacité remarquable. Olympe de Gouges, utilisant les mots comme des armes destinées à parachever la révolution, de fait incomplète tant que les femmes n'auront pas eu les droits et l'égalité réelle qui leur reviennent. Cet appel à l'insurrection témoigne de la force remarquable de la littérature, dont l'engagement peut servir d'étincelle à même d'embraser les consciences. Une petite étincelle à même
de tout changer, un faisceau de lumière à même d'éclairer les cœurs de celles et ceux qui ont l'impression qu'il n'y aura jamais de solution et jamais de remède aux injustices. Voilà toute l'ambition que Olympe de Gouges prête à son texte. Et voilà le constat final sur lequel on peut conclure notre explication de texte. Voilà, j'espère que tout était très clair. Évidemment, s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, on les reprendra en cours et n'hésitez pas par ailleurs à me poser vos questions si c'est nécessaire. D'ici là, je vous souhaite bon courage. À bientôt.